Produire et acheter européen, une idée fixe pour Stéphane Séjourné. Le vice-président de la Commission européenne, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, vient de publier une tribune dans le journal Les Échos. Avec plus de 1000 dirigeants d'entreprise, il appelle à établir une véritable préférence européenne pour sécuriser l'emploi et la production. Les Chinois ont le Made in China, les Américains ont le Buy American, alors pourquoi pas nous ? Développer le Made in Europe. Voilà des mois que le commissaire européen invite les 27 à un sursaut pour réindustrialiser l'Europe. L'Europe doit être forte, lucide et prête à se défendre. Une partie de notre industrie a été torpillée par des pratiques très agressives. Stéphane Séjourné dénonce une concurrence internationale déloyale, à coups de subventions massives, de violations de la propriété intellectuelle et de droits de douane records dont se félicite chaque jour Donald Trump. We were being laughed at, we were a joke. Yeah, but not a joke anymore. And all because we have a president who does something very simple, puts America first. La question de la compétitivité de l'Europe sera au menu d'une réunion en Belgique dans 10 jours. Mario Draghi y sera invité. Surnommé Super Mario, depuis qu'il a sauvé l'euro de la crise de la dette grecque en 2012, l'ancien patron de la Banque centrale européenne n'a de cesse de mettre en garde contre le décrochage économique. Voulons-nous rester un simple grand marché, soumis aux priorités des autres, ou voulons-nous prendre les mesures nécessaires pour devenir une seule et même puissance ? Alors, face au protectionnisme chinois et américain, les 27 doivent-ils promouvoir le Made in Europe ? Cette préférence européenne risquerait-elle de contrevenir à l'un des fondements de l'UE, à savoir la défense du libre-échange ? Les trois participants à notre débat. Sylvain Bersinger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet d'études Bersinger Co. Et selon vous, défendre la préférence européenne n'est pas la bonne approche. Au lieu de dire qu'il faut privilégier les produits européens, eh bien, il faudrait faire en sorte qu'ils deviennent au moins aussi bons que les autres pour que le monde ait envie de les acheter. À côté de vous, Olivier Louancy, bonsoir. Vous êtes professeur au CNAM, ancien conseiller industriel Élysée. Ça, c'était entre 2012 et 2014. Vous avez publié un essai, Réindustrialiser, le défi d'une génération. Et selon vous, la préférence européenne fait clairement partie de la solution. C'est même incontournable. Sans cette préférence, on ne pourra pas maintenir le socle industriel nécessaire à notre souveraineté à l'échelle européenne. Et à côté de vous, Anaïs Voigilis, bonsoir. Géographe, spécialiste des enjeux industriels en Europe. Dernier essai pour une révolution industrielle. Vous considérez que l'Europe est en train de perdre des parts de marché à l'échelle mondiale. Elle paye notamment le manque de clarté stratégique, son manque de clarté stratégique. Un exemple, sur les véhicules électriques, un coup on y va, un coup on revient en arrière. Vous ajoutez, c'est un peu erratique. Et on démarre avec la déclaration du jour. Elle est signée Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne. Regardez, nous risquons de laisser notre continent dégénérer progressivement en une simple chaîne de montage pour puissances extérieures, met-il en garde dans une tribune publiée dans Les Échos et signée donc par des centaines de personnalités du monde de l'entreprise et des affaires. Anaïs Voigilis, on risque vraiment de devenir en quelque sorte l'atelier du monde à notre tour, comme le fut par exemple la Chine autrefois ? Alors, est-ce que vous me permettez déjà de commencer un commentaire sur la tribune ? Parce que moi, je pense qu'il faut saluer le fait d'avoir rassemblé plus de 1000 chefs d'entreprise. Qui a été publié dans Les Échos, donc. Et dans une vingtaine de journaux en Europe. Par contre, il y a deux commentaires qui sont frappants. C'est une tribune qui est floue. Qu'est-ce qu'on prône derrière ça ? On dit la préférence européenne, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? Et une deuxième chose, et je pense qu'avec cette deuxième chose, je ne vais pas me faire que des amis ce soir, mais j'aimerais que les 1100 dirigeants appliquent la préférence européenne aussi dans leurs achats. C'est-à-dire pas uniquement demander à l'Europe d'appliquer la préférence européenne, mais que eux, quand ils ont des stratégies d'achat, privilégient le tissu productif européen, parce qu'on est tous dans le même bateau, donc jouer collectif. Et pour répondre à votre question plus précisément, oui, aujourd'hui, l'Europe est en train de perdre des parts de marché très rapidement dans tous les secteurs. L'Asie est dans une situation avec une Chine qui n'a pas de demande, enfin une demande qui est en train de s'affaiblir, donc qui cherche des nouveaux relais de croissance avec des surcapacités de production. Donc elle vient naturellement vers l'Europe avec le marché américain qui se ferme. À la fois les mesures qui ont été prises depuis Obama sur des mesures anti-dumping, mais aussi avec les mesures qui ont été prises par Biden, puis par Donald Trump, pas avec la même agressivité. Et donc l'Europe est très passive face à ça. Elle répond avec prôner l'ouverture, mais finalement des règles
positive, mais du passé. Oui, Guy, vous partagez, si on a bien compris, ce constat pessimiste. Vous dites que l'industrie européenne n'a plus d'avantage concurrentiel décisif pour produire sur son sol. C'est pas excessif? Ah non, je pense pas. Je pense que l'industrie européenne était beaucoup fondée sur l'industrie allemande. Hein. Ça fait un moment que la France s'est désindustrialisée. C'est quelque chose qui est maintenant consensuel. On ne va pas refaire le débat ici. Et l'industrie allemande, elle fonctionnait sur une capacité d'exportation, notamment en Chine. C'est un marché qui est en train de se fermer progressivement. Et puis son deuxième énorme avantage, c'était du gaz russe pas cher, qui a permis à cette industrie d'être relativement compétitive et de tenir dans un marché mondial qui était ouvert. Avec la crise en Ukraine, ce gaz russe s'arrête et à ce moment-là, on commence à voir une désindustrialisation en Allemagne qui est très marquée et très rapide et qui est en train d'entraîner avec elle l'ensemble du tissu industriel européen. Ce n'est pas les pays d'Europe de l'Est où j'ai eu l'occasion de travailler pendant presque 10 ans qui en fait alimentent l'industrie allemande qui vont résister à ce déclin de l'industrie allemande. Donc oui, on est en phase de déclin et ce gaz russe pas cher était le dernier facteur véritablement de compétitivité qu'on avait. Et donc il va falloir trouver d'autres choses. On peut aller chercher de la compétitivité. Alors, mais il va falloir on va en parler après, mais le Mais constat... en phase de déclin, Sylvain Bersinger. Alors, je crois qu'en fait... Est-ce qu'on a été naïf à ce point? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a peut-être un constat, une analyse plutôt plus structurelle et une analyse plus conjoncturelle. Vous avez tout à fait raison. L'industrie allemande a pris un gros coup sur la tête parce qu'elle était dépendante du gaz russe. Et donc, ses coûts ont explosé dans la chimie, dans la métallurgie et dans l'automobile, qui était une grosse base industrielle allemande. C'est depuis l'agression contre l'Ukraine, c'est ça? C'est autre chose. Avant. Mais c'est qu'ils ont raté le virage électrique et que les Chinois sont globalement passés devant. Après, globalement, malgré tout, on est... Oui, il y a eu une crise de l'industrie. Je ne crois pas non plus qu'on est en train de devenir une chaîne d'assemblage mondiale. Les exportations européennes industrielles, alors oui, elles ont un petit peu baissé, 2022-2023, mais globalement, elles ne se sont pas effondrées. Vers les États-Unis, elles n'ont même pas baissé malgré les droits de douane. Donc l'Europe reste, et l'Allemagne, oui, il y a une crise conjoncturelle de son industrie, c'est évident, mais il y a des bases industrielles extrêmement solides. Donc on n'est pas en train de devenir une chaîne d'assemblage. Il ne faut pas non plus, je crois que c'est exagéré. Olivier Villelancy. Donc pour vous, la solution, c'est la préférence européenne, c'est-à-dire du protectionnisme alors? Alors, il y a nous qui avons été les apôtres du libre-échange. Vous avez parlé de Mario Draghi qui a fait l'essentiel de son rapport sur la compétitivité. Donc oui, on peut être plus compétitif en Europe. On a un modèle de société, on a des ambitions environnementales, un modèle social. Ça peut être mis en œuvre avec moins de règles et plus d'efficacité, et donc d'un gain de compétitivité, sans renier nos valeurs. Ça, c'est la première chose. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les manières dont on va mettre en œuvre ces valeurs, on va rester plus cher. Avoir un modèle social, des ambitions environnementales, c'est imposer des contraintes sur une production, c'est créer des coûts supplémentaires que n'ont pas les autres. Et donc, à un moment donné, oui, il va falloir se décider de protéger notre marché. Vous avez sorti le gros mot de protectionnisme. Non, je ne suis pas pour du protectionnisme, mais oui pour de la protection. J'appelle ça faire du protectionnisme en dentelle, c'est-à-dire choisir nos combats, choisir les catégories de produits sur lesquels on a décidé de se protéger afin de garder une puissance productive sur ces produits. Pas pour vous. Alors, oui et non, mais ni en dentelle, ni en sabot. Alors, non, je ne suis pas forcément un partisan du libre-échange à tout craint, on peut trouver des exceptions. Mais je trouve en fait que le terme du débat posé peut-être par Stéphane Séjourné n'est pas forcément le bon. Si on dit il faut se protéger, dire qu'on part du principe que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas être compétitif, on ne pourra pas avoir des produits qui pourront concurrencer les produits chinois, américains ou japonais ou que sais-je. Donc je trouve que si on commence par là, on dit que déjà on a perdu. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas avoir des produits compétitifs. On a perdu dans les règles d'avant qui étaient celles de l'OMC. C'est un peu différent. Est-ce qu'on a perdu des... Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'Allemagne, elle est structurellement en désindustrialisation depuis 2016. Ce n'est pas que depuis la crise en Ukraine. Et par ailleurs, ça ne se voit peut-être pas forcément en termes de chiffres sur les fermetures d'usines, bien qu'aujourd'hui on ferme plus d'usines qu'on en ouvre, notamment en France. Mais vous avez toute la chimie européenne qui fonctionne pas à pleine capacité. Vous avez les acteurs du verre les producteurs de verre, donc les fenêtres, les verres dans lesquels on boit, qui arrêtent des lignes de production faute de demande. Je veux dire, l'industrie européenne est sous pression, c'est très clair. Après, la préférence européenne, qu'est-ce que c'est? C'est pas du protectionnisme forcément. C'est de dire, sur les marchés publics européens, privilégions des produits fabriqués en Europe au regard de normes sociales, de normes environnementales, etc. Donc c'est par exemple considérer une intensité carbone d'un produit, se dire que de l'aluminium ou de l'acier qui est fait en Europe va être mieux disant sur le plan environnemental que... Enfin, du fait, on va fermer les marchés non, on va pas à d'autres pays. On va pas forcément les fermer. Par ailleurs, je vais vous donner autre chose, c'est que la Chine fait un dumping extrêmement agressif. Vous avez aujourd'hui des producteurs européens qui ont des usines en Chine
donc qui connaissent les coûts de production en Chine, qui voient les produits chinois arriver sur le marché européen à des prix inférieurs à leurs coûts de production en Chine. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème dans l'équation. La question, c'est pas du protectionnisme, la question, c'est de la réciprocité. Et comment on demande aux autres de s'aligner sur nos normes? Et bien alors justement, à propos de réciprocité, je vous propose de regarder une archive. Ça remonte à 2005. Airbus accepte de construire une usine d'assemblage en Chine, vous vous en souvenez, sur le principe de la réciprocité. On appelle ça le donnant-donnant. Regardez. Une commande historique pour l'avion européen. Il ne manquait plus que la signature pour la rendre officielle. Elle a été apposée cet après-midi à Matignon par le président d'Airbus et celui de la compagnie d'aviation chinoise. Mais dans le contrat, une contrepartie. Le Premier ministre chinois en a parlé hier à Toulouse avec les responsables d'Airbus. La Chine veut une usine pour assembler localement des Airbus sur son territoire. Déjà, elle fabrique des pièces d'Airbus et elle voudrait aller plus loin dans sa collaboration. Une situation gagnant-gagnant. Pour autant, Airbus ne veut pas parler de transfert de technologie, mais de coopération. Je peux vous dire d'une manière certaine que si nous ne pratiquions pas ce type d'approche, nous serions mis en position seconde et pas en position première sur un marché comme celui de la Chine. Sylvain Bersinger, est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose sur les transferts de technologie? Les Chinois nous en ont demandé. Est-ce qu'on ne doit pas aussi leur faire cette requête-là? Alors, éventuellement, je pense que dans notre débat, quand on parle de l'Europe vis-à-vis du reste du monde, il y a le reste du monde versus la Chine et peut-être les États-Unis depuis que Trump fait n'importe quoi. En fait, la Chine, c'est vrai, est extrêmement agressive. Je rejoins ce que disait Madame, avec des stratégies, alors tout point de vue, sur les salaires, sur le taux de change, sur les subventions, sur plein de choses, ils sont extrêmement agressifs. Le reste du monde, c'est très différent. Donc je pense qu'on a parfois, dans ce qu'on entend dans les médias, ou Stéphane Séjourné ou sur ce plateau, on a un peu l'impression que l'ensemble du reste du monde, c'est la Chine en termes de concurrence. Mais c'est vrai, quand on voit le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine, on est impressionné. 284 milliards d'euros en leur faveur. Oui, alors il y a plusieurs choses. La Chine, effectivement, a une stratégie, clairement, c'est ce que vous disiez, n'a plus de demande intérieure ou plus assez, et donc pousse à tout craint l'exportation parce que c'est leur seule demande qui leur reste. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne, dans son ensemble, a un déficit commercial. Alors ça dépend des années sur les prix de l'énergie, mais on arrive à maintenir une base industrielle et un solde commercial. Alors pas la France, mais nos voisins. Mais oui, clairement, je pense qu'il faut distinguer la Chine, qui est une stratégie très agressive, et vis-à-vis de laquelle des mesures contraignantes sur les voitures électriques, d'obligation de transfert de technologie et autres, sont à mon avis légitimes, parce que c'est vrai qu'il y a des pratiques complètement anticoncurrentielles de la part de la Chine, mais il ne faut pas mettre l'ensemble du reste du monde dans le panier chinois et avoir la même attitude vis-à-vis du Brésil, de l'Inde et de plein de pays que vis-à-vis de la Chine. La préférence nationale, c'est quand même quelque chose dans les marchés publics qui est appliqué par un ensemble d'États. Je veux dire, la Chine a des choses, elle ferme des marchés publics. Les États-Unis ont le Buy American Act. La Corée du Sud fait aussi de la préférence coréenne. Donc, c'est pas quelque chose d'incongru, c'est quelque chose qui existe à peu près dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il faudrait subventionner les entreprises ou certains secteurs pour justement se protéger. On est sur l'achat public. On est sur l'achat public. Par exemple, si on prend le cas américain aujourd'hui, si vous proposez à un service public américain le même bien, il est considéré comme équivalent, même si le prix de bien américain est 20% plus cher dans les usages civils et 50% plus cher dans les usages militaires. Donc, si vous avez deux prix différents, ils sont considérés comme équivalents vu de l'administration américaine. C'est une préférence qui est donnée. Il n'y a pas de subvention. C'est la préférence nationale. C'est la préférence nationale. Et derrière ça, le calcul qu'on fait très rarement, c'est que si vous achetez un bien américain aux États-Unis ou un bien français en France, vous avez des emplois, de la TVA, des impôts, des gens au chômage en moins. Et ça vous fait un retour sur investissement sur la puissance publique. Et on a calculé sur une demi-douzaine de catégories de produits, il n'existe pas d'études exhaustives, que ça rapporte à la puissance publique plus que ça ne lui coûte en achetant du Made in France. Voilà typiquement un genre d'approche un peu globale qui permet à la fois de faire du développement économique et de la protection de notre outil productif. On a perdu du temps là-dessus. Moi, je suis favorable effectivement à ça, à cette préférence nationale des achats publics, dans certains secteurs stratégiques. Lesquels ? Alors, ça peut être la défense, ça peut être le numérique, ça peut être des secteurs qu'on a, certains plans de la santé. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce que vous dites est exact, mais ça, dans le fond, ça revient à une subvention, puisque l'État paye, le pouvoir public paye plus cher un produit qu'il ne l'aurait payé sinon. Donc, alors, c'est pas vraiment, ça s'appelle pas une subvention. C'est une subvention déguisée, quoi. Mais voilà, c'est quand même de l'argent public qui est mis. Donc, dans les secteurs stratégiques, qui est récupéré après en forme de taxes, d'emplois, d'activités, d'emplois induits. Sinon, subventionner du chômage. Je suis d'accord. Alors, après, il y a un autre problème, c'est que si vous faites un protectionnisme massif,
le problème c'est que d'autres vont faire ce même protectionnisme aussi. Donc après, c'est toujours le même problème de si vous dites moi je verrouille tous mes marchés, vos voisins disent moi je verrouille tous mes marchés et tout le monde verrouille ses marchés. Exactement, il va y avoir cette réciprocité-là aussi, Anaïs Wojidis. En fait, je pense qu'il y a de la nuance, mais les autres sont fermés en termes de marché public. En fait, le taux d'ouverture des marchés publics européens est l'un des plus élevés du monde. Heureusement, en 2022, on a progressé en mettant de la réciprocité sur l'accès au marché public. Pour rappel, les marchés publics, c'est 15 points de PIB en Europe. Alors bien sûr, il y a déjà des choses qui servent des acteurs européens, mais surtout, c'est aussi un moyen de mettre en cohérence la politique industrielle avec la politique environnementale. Se dire que si vous voulez privilégier, par exemple, le développement d'acier bas carbone, d'hydrogène bas carbone, etc., il faut que via les achats publics ou infrapublics, vous l'encouragiez par des critères carbone. Et là, vous n'êtes pas dans de la subvention, vous êtes juste mettre en cohérence vos politiques face à des acteurs qui sont agressifs. Alors, on parle beaucoup de la Chine, certes, mais l'Inde ne va pas nous faire de cadeaux. Je veux dire, le monde a changé et l'Europe veut rester ouverte dans un monde qui s'assoit complètement sur notre naïveté et qui nous crache limite dessus. Alors, quelqu'un avait alerté, c'était il y a plusieurs mois, 16 mois, 1 an, c'était Mario Draghi, avec un rapport qui disait « il faut sauver l'Europe de l'agonie ». Où est-ce qu'on en est, 1 an après ? Bien, donc c'était le 9 septembre 2024. Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, tentait de réveiller une Europe endormie, trop lente à se transformer, avec une recommandation choc notamment, investir 800 milliards d'euros pour relancer la compétitivité face aux mastodontes chinois et américains. 1 an plus tard, le groupe de réflexion européenne Policy Council a créé un observatoire Draghi pour évaluer l'avancée de chacune de ces mesures. Et le constat est sans appel. Seules 40 mesures sur les 383 du rapport ont été mises en œuvre. C'est l'équivalent à peu près d'une mesure sur 10. Alors certes, l'Europe a avancé sur l'industrie de défense avec notamment le lancement du plan SAFE, le programme doté de 150 milliards d'euros qui est censé créer un grand marché d'achat d'armement commun. Avancé aussi sur la simplification des normes pour les entreprises, sur l'environnement notamment. Quant à la diversification des échanges commerciaux, l'Union européenne s'est plutôt félicitée de la signature des accords récents avec le Mercosur et l'Inde. Mais pour tout le reste, et vous en parliez tout à l'heure, le coût élevé de l'énergie, la relance de l'industrie automobile, la fuite des cerveaux et la dépendance aux terres rares, les intentions politiques existent, mais ce qui pose problème, ce qui fait défaut, c'est la détermination des États à passer à l'action. C'est un sujet qui sera d'ailleurs au menu de la réunion informelle sur la compétitivité qui est prévue en Belgique le 12 février entre les chefs d'État des 27 pays et à laquelle est convié Mario Draghi. Alors Olivier Luanzi, est-ce que la principale difficulté, en fait, ce n'est pas d'arriver à se mettre d'accord quand on est 27 et justement à passer à l'action concrètement ? Si, tout à fait. Enfin, on a la diversité des positions européennes. La préférence européenne, par exemple, est défendue par le gouvernement français. Mais il faut savoir qu'avant de prendre cet arbitrage, cette position, il y a eu des débats très importants et il y a une partie des administrations et du gouvernement qui n'était pas favorable à ce qui peut nous paraître, en tous les cas, ce qui me paraît une évidence. Et si vous élargissez au niveau européen, oui, il y a des États qui ne sont pas convaincus de ça, pour des fois des bonnes raisons. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, vous avez des entreprises comme BASF ou Volkswagen qui ont fait de la Chine leur deuxième maison productive. Le modèle qu'ils ont envisagé pour eux, c'est de produire en Chine à des coûts chinois pour réexporter sur le marché européen. Quand ils voient arriver ce type de dynamique-là, ils se heurtent à leur modèle et à leur stratégie. Et donc, ils poussent auprès du chancelier pour éviter des formes de protection ou de préférence européenne. Et donc, on sent bien cette tension. Petite parenthèse en Allemagne, les grands groupes ont plutôt cette position. Le Mittelstand, dont on parle beaucoup, ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont beaucoup plus sur des sujets de préférence européenne, proches de la position française. Sylvain Bersinger, est-ce que vous avez l'impression que justement ce projet est trop tardif, celui de Draghi, ou sur le fond, vous n'êtes pas d'accord ? En fait, je pense qu'on mélange peut-être 2 sujets, parce que le rapport Draghi, alors il y a plein de choses dans le rapport Draghi, mais le cœur du rapport Draghi, c'est pas l'industrie, c'est le numérique. Le cœur du rapport Draghi, c'est de dire on a décroché. Notre dépendance. Voilà, la dépendance numérique. Au numérique mais là, on américain. est plus sur les services numériques. Le rapport Draghi, il dit en gros, on a décroché en termes de productivité, même si c'est débattu, parce que c'est très dur de mesurer les écarts de productivité, parce qu'on a un rapport. En gros, on n'a pas les GAFA, pour faire simple. Donc les grands groupes, comme Amazon, comme voilà, Apple. Donc le cœur du rapport Draghi, c'est de dire les Américains ont développé une industrie du numérique, de l'IA, etc., que nous, on n'a pas, et ça crée un écart de compétitivité. Donc le cœur du rapport Draghi n'est pas industriel, en fait. Donc je ne sais pas
pas si on mélange pas un peu peut-être deux sujets qui sont tous les deux très importants, mais notre dépendance et nos faiblesses sont bien plus dans le numérique, où là, pour le coup, on est vraiment largué par rapport aux Américains, que dans l'industrie. Et elles sont aussi nos faiblesses, Anaïs Voigis, par exemple sur les terres rares. Comment on fait pour faire jouer la préférence européenne quand sur les terres rares, qui font nos téléphones portables et tout ça, c'est indispensable, c'est la Chine qui les possède? Alors, déjà, la Chine ne les possède pas forcément. Enfin, les terres rares, elles sont situées à différents endroits dans le globe. Et il est vrai que la Chine, avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie, a acquis des positions de force en termes d'extraction et de raffinage de ces matières premières critiques. Mais rien ne nous empêche, en termes de diplomatie, d'aller travailler pour avoir, nous aussi, un approvisionnement en terres rares. Et donc, en travaillant sur les chaînes de valeur et peut-être sur la remontée des chaînes de valeur des États qui les possèdent, ce qu'est en train d'essayer de faire l'Indonésie. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des richesses dans notre sous-sol et la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons envie de les accepter? Oui, mais à un moment, on ne peut pas déléguer... En même temps, vous disiez tout à l'heure que pour des considérations environnementales, on ne va pas le faire. Oui, donc, mais vous acceptez de déléguer votre responsabilité environnementale à des autres et donc de faire peser les conséquences de vos choix à d'autres. Donc, en termes humanistes et philosophiques, ça se discute. La troisième chose, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur ce qu'on a envie de construire en tant que société et mettre l'intensité technologique là où elle est nécessaire. On n'a pas tous besoin de montres connectées, on n'a pas besoin de frigo connectés, donc utiliser à bon escient ces ressources. Parce que la sobriété, c'est le premier levier de souveraineté. Et après, il y a l'économie circulaire, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont sur nos étagères, les produits non vendus, qui contiennent des matières premières critiques et qu'on doit absolument conserver et remettre dans le circuit pour les revaloriser. Or, aujourd'hui, beaucoup de choses partent à l'étranger et échappent à la réutilisation en Europe. Olivier Louancy, vous êtes incroyablement péremptoire, lapidaire. Vous dites qu'il faut qu'on ait la lucidité et l'humilité d'adopter la stratégie d'un pays émergent. Mais ça veut dire quoi? On a parlé de l'écart technologique qu'on avait sur le numérique. Je ne suis pas sûr que le rapport Draghi ne parle que du numérique, mais c'est une vérité, et ça, on le constate tous les jours. Si vous allez un peu de l'autre côté du miroir et que vous regardez des technologies de production, dans ces cas-là, on a une ou deux générations de technologies de retard vis-à-vis de la Chine. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, sur les véhicules électriques, où c'est quelque chose qui a été constaté, mais qui est à peu près vrai dans toutes les chaînes de valeur. Et donc, la position de l'Europe aujourd'hui, à cause d'un sous-investissement, c'est que nous avons une ou deux générations de retard sur toutes les technologies numériques ou productives. Par rapport, une fois qu'on fait ce constat-là, qui peut choquer, mais qui est, je dirais, un constat, dans ces cas, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je reprends... Parce que ça veut dire payer au niveau de ça veut dire une les Chinois, dépendance par technologique, ça veut dire qu'on n'a pas les gains de productivité qui vont avec, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des pays qui ont trouvé une technique, la Chine, la Corée du Sud en son temps, l'Inde, le Brésil, qui est de dire, j'ai un marché, vous voulez accéder à mon marché, vous faites du transfert de technologie. Et sur la voiture électrique, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Oui, vous avez 2 générations d'avance sur nous. Technologie, très bien. Vous voulez rentrer dans le marché européen? Parfait, on ne va pas vous fermer. Parce que l'Europe va dire aux Chinois. La concurrence, quand même, ça permet de stimuler l'innovation. C'est quand même notre mode de vie, notre mode économique. Donc, il ne faut pas se fermer à la concurrence. Mais il y a une condition, c'est que vous faites du transfert de technologie, comme l'Inde l'a fait sur les Rafales, comme le Brésil l'a fait sur les sous-marins, ou bien, comme vous l'avez montré, la Chine l'a fait sur les avions. On verra plus tard si c'est un vœu pieux ou si c'était la bonne voie. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.